Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à nouveau sur le plateau de Périscope pour une radioscopie de faits marquants de l'actualité nationale et internationale. Et pour ce numéro, nous évoquerons la formation du nouveau gouvernement du Burkina Faso, ses défis et les perspectives qui s'offrent à présent au pays. Nous aborderons aussi la situation sociopolitique des États-Unis, une semaine avant l'investiture, le 20 janvier prochain, du démocrate Joe Biden, consacré 46e chef de l'exécutif et locataire de la Maison-Blanche. Regard périscopique sur ces événements qui agitent le monde, donc, avec Abdoulaye Souma. Il est président de la Société burkinabé de droit constitutionnel, mais il est aussi président du mouvement Soleil d'avenir et il était candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Burkina. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Bonsoir. Regard périscopique aussi de Joachim Vokouma, journaliste et directeur de publication de Casseto.net. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 121e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir, et j'espère qu'il est partagé, de vous présenter aujourd'hui. Ça y est, la composition du nouveau gouvernement du Burkina Faso a été dévoilée le 10 janvier dernier. Une équipe de 33 membres, 3 ministres d'État, 23 ministres et 7 ministres délégués conduiront sous la supervision du Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré les chantiers du président du Faso à l'entame de ce second et dernier quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré. Le décor est planté. Qu'est-ce qui vous marque le plus dans ce gouvernement, Abdoulaye Souma? Le sur place. J'avais fait déjà ce constat lorsque le président avait décidé de reconduire le Premier ministre Christophe Dabiré à la tête de son gouvernement. J'avais fait le constat qu'il veut faire du surplace, puisqu'on avait ce même Premier ministre juste avant d'aller aux élections et la critique sociale était montée au regard des insatisfactions que le gouvernement manifestait. Donc, reconduire le même Premier ministre, ça laissait présager que le président n'avait pas envie de changer de cap. Il s'inscrit dans la continuité. Oui, effectivement. Est-ce que c'est forcément mauvais de s'inscrire dans la continuité? Oui, si la continuité n'est pas souhaitée, en tout cas de mon point de vue, si les choses étaient appréciées, et il y a un certain nombre de critiques, il y a un certain nombre d'actions qu'on n'aurait pas faites. Moi, je n'étais pas satisfait de ce gouvernement. Pas satisfait, ce n'est pas une satisfaction personnelle, mais c'est une satisfaction au regard des objectifs que le gouvernement devait poursuivre et des problèmes de la population burkinabé, du peuple burkinabé que le gouvernement devait régler. Alors, très rapidement, vous parlez de surplace, vous parlez du gouvernement, mais il y a quand même 14 nouvelles têtes qui y sont entrées. Oui, et le Premier ministre a été reconduit. J'ai attendu de voir, je n'ai pas beaucoup réagi, j'ai attendu de voir la composition du gouvernement. Il y a eu de nouveaux arrivants, mais en réalité, l'ossature du gouvernement n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire les piliers de la politique gouvernementale n'ont pas changé en termes de personnes. Donc j'ai l'impression que la poutre est maintenue. Et puis on a quelques personnages, si on veut subsidier, pas pour diminuer la fonction d'un ministre, mais il faut dire les choses comme elles se présentent. On sont venus s'ajouter. Donc je considère que l'équipe n'a pas fondamentalement changé. La politique, la vision, l'orientation, l'action ne va pas fondamentalement changer. Ce qui fait que les problèmes qu'on vivait ne vont pas fondamentalement changer. Alors Joachim Vokouma, qu'est-ce qui vous a marqué vous le plus avec la composition de ce gouvernement? Pour moi, c'est un gouvernement politique. Très politique avec l'arrivée en force des ministres MPP, ce qui n'était pas le cas dans la précédente équipe. Si vous regardez bien, je crois sur les 33, il y a au moins 25 ministres MPP, dont 11 qui sont dans le bureau exécutif national. Je pense que les récriminations, en tout cas les plaintes d'Émile Paré, qui n'est pas le seul, disait que c'était un gouvernement dans lequel il y avait des gens qui n'avaient pas de responsabilité politique. Je pense que ces plaintes-là ont été peut-être prises en compte, d'où la présence de ministres MPP avec l'arrivée de Clément Sawadou, qui est le premier vice-président,
du MPP comme ministre d'État. Élevé au rang de ministre d'État. Et qui retrouve le département de l'administration territoriale. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que il y a eu un redécoupage de certains ministères. On a regroupé beaucoup de ministères. La justice et les droits humains, par exemple. Les droits humains, l'énergie, les mines, les carrières. L'industrie et le commerce. L'industrie et le commerce. Et surtout les affaires étrangères, alors, qui avalent le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Bon, à titre personnel, ça m'a fait de la peine parce que je fais partie de ceux qui ont bataillé dur pour obtenir que la diaspora... un ministère de plein exercice. Voilà, parce que dans le gouvernement de Paul Kaba, il y avait un ministre délégué. Puis après, on est passé à un ministère plein. Donc, ce qui, pour moi, c'était une avancée, en tout cas institutionnelle, dans la prise en compte de l'apport de la diaspora et de la mobilisation de la diaspora dans sa contribution dans le développement du pays. Et là, bon, c'est encore un ministre délégué et tout. Donc, ça, sur ce plan à titre personnel, voilà, je ne sais pas, peut-être les Burkinabés de l'extérieur payent leur faible mobilisation lors des inscriptions sur les listes électorales parce qu'ils n'ont pas... j'avais dit ça ici que je regrettais que les Burkinabés de l'extérieur ne se soient pas mobilisés pour voter une occasion qui leur est donnée pour la première fois de l'histoire politique de notre pays. Donc, alors, Abdoulaye Souma, vous étiez donc dans la course à l'élection présidentielle. L'élection est finie, la campagne aussi. Quelles leçons principales tirez-vous de cette expérience? J'en ai tiré une expérience personnelle. Je partais là personnellement pour la construction de mon avenir politique. J'envisageais, quand je discutais de la candidature à l'élection présidentielle, j'envisageais ma première candidature en 2025. Mais d'un point de vue stratégique, on avait souhaité présenter cette candidature cette année, non seulement parce que je pense que la situation nationale l'exigeait, je pense que le besoin de changement de politique, de changement générationnel est pressant. Donc, on s'est rapidement préparé pour aller à ces élections. J'aurais gagné ces élections que je n'aurais pas été étonné. Et je ne les ai pas gagnées. Je ne suis pas non plus étonné parce que ça fait partie du cours normal des choses politiques. Mais j'ai appris d'abord sur la connaissance du pays. La campagne m'a amené dans des localités du pays que je n'avais pas eu l'occasion et le privilège de visiter avant. La campagne m'a amené devant des personnes, des personnalités, des autorités que je n'avais pas eu l'occasion de fréquenter. Donc cela me donne une plus grande connaissance du pays et une plus grande connaissance aussi des problèmes de la nation. Donc je considère que je suis sorti renforcé de cette épreuve, qu'il faut admettre que c'est un... je ne vais pas dire que c'est un échec, mais enfin, je n'ai pas atteint mon objectif, mais j'ai appris. Et évidemment, ça me permet de continuer et de préciser le sens dans lequel il faut continuer le travail. Et de prendre date déjà pour 2025 ? Je pense que ce sont des choses qu'il ne faut plus cacher. Moi, j'ai envie d'être président de la République parce que j'ai foi d'abord que le changement générationnel est une des solutions au problème du Burkina Faso. Et je pense que dans notre génération, il faut qu'on commence à se proposer au peuple. Alors, Joachim Vokouma, Abdoulaye Souma, qui est déjà dans les starting blocks pour 2025, c'est dans 5 ans, mais il faut commencer dès aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Il a totalement raison de partir dès maintenant, parce que c'est une course de fond. C'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Et avec l'expérience qu'il a eue cette année, il y a 5 ans, moi aussi, j'avais suivi vraiment dans les provinces la campagne. J'ai découvert des choses, effectivement, que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas, des réalités qu'on ne peut pas connaître en étant à Ouagadougou ici, malgré le travail des confrères qui font du travail formidable. Et ça permet, quand on est candidat, quand on a l'ambition de diriger le pays, de toucher la réalité et d'ajuster peut-être son discours et ses priorités. Donc, c'est une bonne décision de continuer dès maintenant. Et bon, je pense qu'il a dû remarquer aussi que dans notre pays, il y a une réalité socio-politique aussi, qui fait que tu peux avoir un bon programme, bien élaboré. J'ai pris le temps de lire
pratiquement tous les programmes des candidats. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose, que ce soit sur la sécurité. Il y a de la bonne graine, il y a de belles propositions. Oui, absolument. Non, il y a des propositions de qualité, que ce soit sur l'éducation nationale, où chacun dit qu'il faut mettre l'accent sur la formation professionnelle et non pas continuer avec le système actuel qui forme des chômeurs. Donc, il y a de belles choses dedans. Maintenant, entre ces propositions et la capacité à mobiliser des gens, une majorité burkinabé autour de sa candidature, pour vous porter à la présidence, parce que c'est vrai, quand on est nous-mêmes qui sommes acteurs, parfois on est tenté de franchir le pas pour dire, bon, on critique, on rapporte des faits, ça n'a pas le sentiment que ça bouge comme on veut. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas sauter le pas et aller? Ça arrivait à des confrères de sauter le pas, de se présenter à des élections. Les élections, oui. Voilà, donc je pense que c'est pas trop tôt de partir dès maintenant, surtout que... comme il a dit, il faut, comme dans beaucoup de pays d'Afrique d'ailleurs, il faut qu'il y ait une nouvelle génération qui prenne ses responsabilités. J'ai entendu un confrère dire que les jeunes aiment critiquer, mais ils ne s'engagent pas. Ils ne s'engagent pas. Ce qui est vrai, même sur les listes électorales, ils ne s'inscrivent pas vraiment beaucoup, sauf cette année où apparemment il y a eu un engouement particulier. Mais est-ce qu'ils sont allés dans les zones après? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Il faut s'engager, il faut y aller vite. Une élection présidentielle est une course de fond. Il faut partir donc vite et Abdoulaye Souma part très tôt. En tout cas, l'élection présidentielle de 2020, elle est passée. Le gouvernement est formé. Ce cabinet compte donc 9 femmes, dont notamment Victoria Ouedraogo Kibora, qui devient garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Protection civile. Au niveau de ce département, les défis sont immenses. Le président du Faso en avait lui-même annoncé les couleurs, indiquant notamment qu'il faudra vider les dossiers pendants. Alors, comment faire pour que la justice soit pour tous, selon le mot du chef de l'État, un rempart de notre vivre ensemble, Abdoulaye Souma? Évidemment, dans une construction démocratique, la justice est une poutre essentielle. Et je pense que le chef de l'État a raison de le dire dans le discours politique. Mais il faut maintenant que des actes concrets d'orientation de la justice et de libération de la justice puissent être posés. C'est ce que nous nous attendons. Et je pense également qu'il faut qu'il décline très clairement sa vision de la réconciliation. Si on est dans un schéma avec la justice, il faut une coordination essentielle entre ce département de la réconciliation et le département de la justice. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, les Burkinabés attendent d'avoir confiance en leur justice et le sentiment, d'après nos observations politiques, on a une faible confiance en l'appareil judiciaire, non pas parce qu'on ne croit pas aux juges, mais on croit à une sorte d'embrigadement des juges, de noyautage des juges par les acteurs politiques. Parce que parfois, quand les acteurs politiques qui sont très exposés aux affaires judiciaires, quand ils sont impliqués dans les dossiers, on se dit qu'ils ne vont pas rester les bras croisés et chacun essaie de s'en sortir à sa manière. Et donc, il y a les trafics d'influence, les pratiques de corruption, bon, qu'on a pu découvrir quelques-unes de ces pratiques de la part d'autorités publiques. Donc, ce qui confirme le sentiment général que les hommes politiques qui doivent être les premiers à rendre compte devant la justice de la gestion des affaires publiques, essaient de se mettre à couvert et que parfois ça fonctionne et que ce n'est que quelques rares fois qu'il y a explosion publique de problèmes de ce type que le peuple peut découvrir. Donc ce sentiment d'insatisfaction par rapport à la justice persiste et je pense que c'est un travail politique qui doit le régler. Il y a un travail politique à faire. Nous sommes dans un état de droit et face aux défis qui s'annoncent, la justice est essentielle. Il faut donc recréer le lien de confiance entre les populations et la justice. Tout à fait. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Il y a une réforme qui a été faite en 2015 sous la transition, qui a coupé le lien entre l'exécutif et le Conseil supérieur de la magistrature. Le président n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, on peut dire qu'institutionnellement, il y a eu une déconnexion entre l'exécutif et le judiciaire. Donc, les juges sont libres, en pratique. Bon. Et quand on regarde des procès qui ont eu lieu récemment, avec des décisions qui ont été rendues, moi j'ai le sentiment en tout cas qu'ils ont pris ces décisions-là en toute liberté, sans vraiment une pression du pouvoir politique.
5 ans après cette réforme-là, est-ce que peut-être le moment n'est pas venu de faire ce bilan? Parce que, rappelez-vous ce qui avait été dit. Cette coupure-là, cette réforme fondamentale avait été faite parce que les gens avaient le sentiment que des dossiers emblématiques qui n'avançaient pas, et même beaucoup de dossiers qui n'avançaient pas, étaient dus au fait que l'exécutif mettait une pression sur la justice, que ça n'avançait pas. C'est ça l'esprit qui a guidé cette réforme. La réforme a eu lieu, on a eu 5 ans de pratique. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un bilan pour voir? Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce qu'il faut continuer? Est-ce qu'il faut faire un réajustement? C'est une question que je pose. Et je pense que c'est fondamental pour que le lien, la confiance entre les citoyens et la justice ait lieu. Bon, je suis dans un projet sur la réforme de la justice, la perception que les Burkinabés ont de la justice, notamment à Manga. Mais quand vous discutez avec les gens, ils vous citent un certain nombre de griefs. La lenteur, la complexité, les juges ne nous comprennent pas, on ne comprend pas le système judiciaire, il y a la corruption, il y a trop d'intermédiaires, il y a tellement beaucoup de choses qu'ils ont listées et qui montrent qu'effectivement, si ces choses-là ne sont pas réglées, la justice, dans une république, évidemment, n'aura plus son sens, ne pourra plus jouer son rôle de régulateur social. Et là, si la justice n'inspire pas confiance, on risque de tomber dans une société de justiciers. Et ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon. En tout cas, il faudrait régler cela. En effet, on va y aller sur les chantiers de ce département très, très rapidement. Parce que le président du Faso, il l'avait indiqué d'ailleurs lors de son investiture, c'était le 28 décembre dernier, que tous les efforts seront entrepris pour, je cite, permettre de vider les dossiers pendants et garantir une justice équitable pour tous dans notre pays. Fin de citation. Les dossiers pendants, vous le savez, il y en a à l'appel des assassinats de Thomas Sankara et de Norbert Zongo à l'insurrection de fin octobre 2014, en passant par les tensions communautaires et autres qui ont fait de nombreux morts à Yergou, Dingila, Barga, Tanwalbougou et j'en passe. Ce sont en somme de vrais travaux d'Hercule, Abdoulaye Souman, vous qui êtes... bon, oui, c'est pas la justice, mais vous êtes professeur agrégé de droit constitutionnel, si je ne m'abuse, de droit public, c'est tout ça en même temps. Alors, ce sont de vrais travaux d'Hercule qui attendent ce département. Oui, moi je pense que la justice doit pouvoir faire ordinairement à ce type de dossier et que si on laisse la liberté à la justice, qu'on lui donne les moyens nécessaires, ce sont des dossiers ordinaires. Parce que dans un système judiciaire, on doit pouvoir faire face à l'ensemble des défis. Le problème de ces dossiers, c'est que il y a des complexifications en raison des implications d'hommes politiques et qui, à un moment donné, ont tenu les rênes du pouvoir avec un pouvoir parfois officiel de sursis sur les procédures. Parce que dans notre système judiciaire, le ministre de la Justice pouvait donner des instructions au procureur de poursuivre ou de ne pas poursuivre, évidemment, et c'est officiel puisque c'est inscrit dans la loi. Donc, ce sont ces types de dispositions, de pouvoirs qui me semblent anormaux, donnés à des acteurs politiques qui n'ont de raisonnement que politique, qui ont freiné la justice sur les dossiers emblématiques qu'on cite. Il faut réussir à décagnoter ce type de pouvoirs qui sont anormaux dans une démocratie. Quel que soit le statut d'une personne, le statut public, ministre, président de la République, il doit, s'il n'est pas correct, pouvoir rendre compte de sa gestion, de ses comportements. Et les dispositions qui vont tendre à couvrir ce type de choses, il faut qu'on expurge ces dispositions-là de notre système judiciaire. Et c'est ce travail qu'on doit faire. Sinon, je connais les juges de notre système. Certains nous ont dévancés à la faculté de droit. On a été formés ensemble avec d'autres. Certains sont nos anciens étudiants. Je sais qu'ils ont la capacité technique, ils ont les personnalités nécessaires pour régler ces dossiers. Mais évidemment, quand le pouvoir politique s'y met, ça devient beaucoup trop complexe. Oui, alors c'est des chantiers assez importants. Le président du Faso a annoncé qu'il faudrait travailler à vider ces dossiers pendants. Ça pend depuis longtemps. Est-ce qu'on peut espérer effectivement que d'ici la fin de ce second quinquennat de Roch Marc Christian Kaboré, tous ces dossiers-là ne pendent plus? Bon, il faut espérer. Par exemple, l'affaire Thomas Sankara, il semble que pratiquement tout est bouclé. Il reste maintenant l'avis de la Chambre de contrôle pour que le dossier soit appelé en justice, donc à jugement. Donc, bon, ça c'est déjà un gros dossier
qui sera vidé si on va jusqu'au bout. Mais il n'y a pas que ça. Bon, ça c'est les dossiers emblématiques. Mais il y a d'autres dossiers qui ne sont pas emblématiques, mais aussi qu'il faut vider parce que ça a porté préjudice à des gens, tout à fait, à des familles. Donc il faut que la justice fonctionne au quotidien et vide tous ces dossiers-là. Parce que là, bon, on va peut-être en parler, parce que la réconciliation nationale, c'est ça aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a les têtes d'affiche, mais il y a des problèmes entre voisins, entre gens d'un village, et il y a eu des assassinats, il y a eu des morts d'hommes. Tout à fait. Bon, donc, les dossiers en justice, il faut vider tout ça. Et bon, on peut, moi, comme je viens de dire, si la coupure qui a été faite en 2015 ne donne pas de bons résultats, bon, il faut qu'on se réunisse encore, qu'on réfléchisse pour voir comment on peut améliorer le fonctionnement, la performance du système judiciaire burkinabé. Ça, c'est fondamental. C'est fondamental, il faudra le faire et on espère bien que les uns et les autres vont s'y atteler, surtout la nouvelle ministre donc, chargée de ces questions va faire en sorte que tout fonctionne au-delà de cette question des dossiers pendants et des autres grands chantiers du gouvernement, comme pour les prochaines élections municipales, la réforme du système de rémunération des agents de la fonction publique, etc. Eh bien, les deux principales attractions de cet exécutif, ce sont justement les nominations de Zéphirin Diabré et de Benawende Stanislas Sankara, le premier pour piloter le processus de réconciliation nationale et le second pour gérer notamment la brûlante question foncière. Tout d'abord, un ministère chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, cela vous parle-t-il? Cela vous séduit-il, Abdoulaye Souma? Non, moi je pense que c'est un mauvais choix. Je pense que c'est un mauvais choix dans la forme. Parce que techniquement et politiquement, un ministère est chargé d'exécuter une vision politique. Et un ministère est adossé à une autorité politique, c'est-à-dire le président de la République. Et un ministère est supposé défendre, si on veut, les positions politiques, idéologiques, programmatiques qui ont été avancées par un parti politique ou un ensemble de partis politiques pour accéder au pouvoir. Donc, quand on a un ministère pour gérer des questions de ce type, on a l'impression d'un camp, voilà, qui doit gérer un problème. Alors, évidemment, il y a des problèmes qu'on peut gérer de façon partisane parce que la gestion du pays se fait de cette façon, mais il y a des questions pour lesquelles il faut donner l'apparence, mais aussi fondamentalement l'assurance qu'on veut être équilibré. Donc, le ministère ne sait pas, de mon point de vue, pour conduire une question de réconciliation nationale. Parce que quand on parle de réconciliation, on est supposé réconcilier au moins deux parties. Donc, plusieurs parties ont un problème. Donc, cela suppose qu'il y a des conflits qui opposent des camps, des gens. Et le réconciliateur doit être perçu comme ayant cette neutralité axiologique, cette impartialité par rapport au camp. Donc, vous voyez, quand on regarde dans la forme ainsi et qu'on s'interroge sur le statut de la personne qui a été engagée pour conduire la réconciliation, évidemment, ça ne fonctionne pas. Ne serait-ce que, évidemment, la réconciliation va embrasser les questions qui débordent l'insurrection, mais ne serait-ce qu'en s'en tenant aux questions de l'insurrection, on fait le point tout de suite entre ceux qui ont conduit l'insurrection et ceux qui ont subi l'insurrection. Et de part et d'autre, il y a eu des torts. Donc, si on doit réconcilier de ce point de vue, il faut quelqu'un que les deux camps peuvent accepter et qui peut être à équidistance par rapport à chacune des parties. Pour cette question-là, ne serait-ce que pour cette question, Zéphirin Diabré est mal choisi. Il est mal choisi selon vous. Alors, Joachim Vokouma, ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le Burkina en a besoin? Bon, c'est une vision politique. Hein. Je pense que c'est une vision politique, un choix politique de créer ce ministère d'État auprès du président pour piloter cette question de la réconciliation nationale. Bon, moi, j'ai pas d'a priori à faire sur ça. J'attends de voir quel est le contenu qu'on va donner à cette réconciliation nationale. Qu'est-ce qu'il va proposer pour réconcilier les Burkinabés? Comme il dit, quand on parle de réconciliation, il faut qu'il y ait au moins deux personnes, des gens qui ont subi des torts et des gens qui ont été des auteurs de ces torts-là. Donc, c'est ça que j'attends de voir et qui donne aussi
quel est parce qu'ils ont annoncé, le président a annoncé la création d'une commission. Et l'organisation d'un forum. Oui, une commission qui va déjà travailler sur l'organisation du forum. Tout. Donc, cette commission a quand même donné, mettre les balises de ce forum-là pour qu'il n'y ait pas tout et n'importe quoi, qu'on sache exactement où est-ce qu'on va et de quoi on parle quand on dit réconciliation nationale. Quand on dit réconciliation. Bon, est-ce que, quand on prend les cas du Rwanda et de l'Afrique du Sud, où il y a eu un processus, une politique de réconciliation, on sait les violences inouïes qui ont été commises sur des populations. On sait qui est l'auteur et qui est victime. Et au Rwanda, comme en Afrique du Sud, on a assisté à des séances, une sorte d'exorcisme collectif, où les bourreaux sont venus raconter, par exemple en Afrique du Sud, raconter dans les détails comment ils torturaient les militants de l'ANC. Et vous vous rappelez les larmes du Monseigneur Desmond Tutu, qui n'en pouvait plus d'entendre... Dans cette fameuse commission Vérité, Justice et Réconciliation. Comment de telles pratiques ont pu sortir de l'esprit d'un être humain sur une autre personne. Mais ils ont raconté comment ça s'est passé. Et puis au final, bon, même les victimes et les bourreaux se sont en quelque sorte embrassés. Et il y a eu le pardon. Mais il faut savoir une chose, dans sa radicalité, le pardon n'est même pas possible dès lors qu'il y a mort d'homme. Si on prend les choses à l'extrême, parce que pour moi c'est un face-à-face. Quelqu'un qui a commis un tort sur quelqu'un, qui le pardonne. Or, s'il y a mort d'homme, ça devient difficile. Ça devient difficile. Même les enfants, la femme ne peut pas pardonner à la place de celui qui est mort. Et c'est en cela que, bon, il faut réfléchir à tout ça, parce que ceux qui vont pardonner n'ont pas la légitimité, n'ont pas subi, c'est des victimes collatérales comme on dit, mais ils ne sont pas les principales victimes. Or, s'il y a mort d'homme, ça devient, juste, pour moi, en fait, ça devient un problème, et c'est tout ça qu'il faut voir, il faut poser toutes ces questions-là sur la table, et voir exactement quels sont les cas où le pardon en tant que tel est très complexe, et quel chemin on peut prendre pour nous réconcilier. Il y a des dossiers qui sont traités par le HCROUN. Le président du HCROUN était reçu par le Premier ministre avant-hier, qui lui a du coup remis un rapport. Voilà. Et il traite des dossiers qui avaient été recommandés par le rapport du Collège des sages. À peu près presque 3000 ou 5000 dossiers qui traitent. Donc, il faut regarder tous ces dossiers qui ont été traités par le HCROUN, qui sont vidés. D'autres n'iront pas devant un procès. Et tout ça, ça va être pris en compte dans le processus de réconciliation. Et c'est tous ces éléments-là que moi, j'attends de voir comment Zéphirin Diabré, qui a... Bon, je n'ai pas la même appréciation que le professeur Souma sur le profil du poste, par rapport au poste. Parce que, si vous suivez bien, on se rappelle bien, Zéphirin Diabré, c'est un républicain jusqu'au bout. Lorsqu'il y a eu la démission du président Blaise Compaoré, bon, beaucoup de gens se disaient qu'il allait prendre le pouvoir. Il l'aurait pu. S'il était, s'il était pas républicain jusqu'au bout, il aurait pu prendre le pouvoir et personne n'aurait rien trouvé à y redire. Bon, peut-être qu'avec l'armée, il y aurait eu peut-être des grincements, mais il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il a même dit qu'il n'est pas poursuivi, qu'il ne peut pas prendre le pouvoir parce qu'il n'est pas républicain. Et quand on voit le rôle qu'il a joué, je pense qu'il est resté dans le cadre de la République. Les manifestations étaient dans le cadre de la République. Et il a toujours, je pense, un pied dans les deux camps. Aussi bien dans les insurgés que ceux qui ont subi l'insurrection. Je crois qu'il n'a pas de mauvais rapport avec eux, on va dire les choses comme ça. Donc, à l'épreuve, on verra comment il va réunir tout ce monde-là. Ouais. Moi, j'ai eu quelques personnes qui sont à l'étranger, qui m'ont dit qu'ils n'ont pas d'a priori négatif comme ça sur lui. Par rapport à donc, Zéphirin, on verra comment ça va se passer. Alors, on verra donc l'homme à l'épreuve. Oui, Abdoulaye Souma, très rapidement. Oui, moi, j'ai quand même un bémol par rapport à cela, parce que ce que j'ai dit, je vais être encore plus ferme là-dessus.
Je crois qu'aucun Burkinabé n'est contre la réconciliation, parce que c'est une question de fond qui se retrouve c'est une question d'ailleurs qui a dominé la campagne. Oui, qui se retrouvait dans quasiment tous les programmes. Donc, en principe, tout le monde veut qu'on soit réconcilié, qu'il y ait la paix sociale, parce que c'est un catalyseur aussi de la stabilité et de la sécurité. Bon. Et j'ai dit qu'un ministère ne sait pas, parce qu'un ministre est d'abord un subalterne du président de la République. Et du point de vue politique, il lui est soumis et il doit le défendre. S'il ne le fait pas, c'est de la déloyauté. Alors que le président de la République lui-même peut être impliqué dans certains dossiers. Et en ce moment, le ministre est limité institutionnellement à pouvoir faire comprendre certaines choses au président de la République. Ça, c'est du point de vue même du cadrage politique. Et du point de vue du choix de l'homme, je ne suis pas d'accord, enfin, je ne dirais pas comme lui qu'il est républicain jusqu'au bout. Il a facilement et largement démontré qu'il est en mesure d'appliquer, de gérer les affaires publiques selon ses sentiments personnels. Et vous avez vu quand il était au CEFOP, la loi sur le chef de file de l'opposition dit clairement qu'il est chef de file de l'opposition et que les partis qui veulent adhérer au CEFOP font une déclaration. Bon, lui, il est chef de file de l'opposition, il applique la loi à l'égard de ceux qu'il n'apprécie pas, de façon à les exclure. Les Ablas Ouedraogo, les Balima, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été acceptés au CEFOP. Moi, je n'en fais pas partie. Est-ce que ces personnes-là remplissent les conditions? Oui. La seule condition, moi, je lis la loi. La loi n'impose aucune condition à un parti politique d'être dans le CEFOP, à part que ce parti-là se soit déclaré de l'opposition. Et donc, quand les acteurs que j'ai cités, les chefs de partis politiques que j'ai cités, ont fait leur déclaration officielle d'appartenance à l'opposition, il fallait maintenant qu'ils soient reçus. Et lui, en tant que chef de file de l'opposition, il les a rejetés. Parce qu'il ne s'entend pas avec telle ou telle chose. Non, les affaires de la République, tant qu'on est assis sur une loi de la République, on doit avoir un comportement qui dépasse ses propres préférences personnelles. C'est ça la République. Et il a manifesté pendant au moins 5 ans qu'il n'est pas assis sur les grands principes de la République. Et ça, c'est un problème pour moi qu'une personne de ce type doive gérer une question qui exige une élévation républicaine. On le verra donc à l'œuvre de toute façon. Peut-être qu'il se sublimera bientôt au regard des enjeux et au regard aussi de la volonté exprimée par le président du FASO sur cette question, puisqu'il a annoncé un forum pour le premier semestre de l'année en cours et que maintenant ce forum devrait rassembler plusieurs acteurs concernés par cette problématique pour dessiner finalement une réconciliation qui ressemble à tout le monde. Dans tous les cas, Zéphrin Diabré est donc nommé à ce poste et il quitte le camp de l'opposition. Il quitte le camp de l'opposition et positionne son parti, l'Union pour le progrès et le changement, dans les rangs de la majorité présidentielle. Est-ce un choix pertinent? Est-ce un choix logique? Est-ce un choix indispensable selon vous? Non, il n'avait pas le choix. C'est dès lors qu'il a accepté le poste de ministre d'État auprès du président, il est dans le gouvernement de la majorité présidentielle. Il ne pouvait pas être ministre d'État et en même temps être dans l'opposition. Hein. Il va peut-être présenter des lois à voter à l'Assemblée nationale. Ces députés ne peuvent pas voter. Enfin, c'est une logique que on ne sait pas très bien quelle sera la forme de son rapprochement avec le MPP et la majorité. Est-ce qu'il a dit qu'il va, lors de sa présentation de vœux, qu'ils vont définir les modalités de leur collaboration. Bon, on ne sait pas très bien quel va être le contenu. On va attendre de voir. Mais, de toute évidence, politiquement, je pense qu'il a fait un bon choix de sauver son parti. Parce que... Vous pensez que ce choix-là sauve son parti? Oui, ça sauve son parti. Parce que... Mais est-ce que les militants le reçoivent de cette façon? Non, je vais vous dire. En début décembre, nous avons publié un papier, un article, dans lequel nous rapportions des discussions qui ont eu lieu entre les cadres du parti, qui disaient clairement qu'ils ne voulaient plus être dans l'opposition. Ils ne voulaient plus être dans l'opposition, mais ils voulaient gérer le pouvoir d'État. Non, oui, mais à défaut d'avoir eu... C'est après les élections. Hein, après les élections, donc après que les résultats soient tombés, n'ayant pas eu le pouvoir, et ils ne souhaitaient plus, après 10 ans dans l'opposition, ils ne voulaient plus faire encore 5 ans. Donc, il y avait une pression interne qui le conduisait forcément à se repositionner. Et quand on regarde la saignée qui a affecté son parti depuis 2015, les Armand Wali, les Simbo, les Kiemde, jusqu'à la veille des élections avec Nathanaël Ouedraogo, le Pouenaba,
c'est quand même assez... c'est une saignée extraordinaire, c'est inédit. Et je ne suis pas sûr que s'il gardait le même positionnement, cette saignée n'allait pas continuer. Donc, alors, oui, il a donc opéré un virage à 180 degrés. L'UPC prive l'opposition parlementaire, qui est déjà minoritaire, de la voix de ses 12 députés. L'opposition a-t-elle, dans ces conditions, encore un poids au Burkina Faso? Moi, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Il a raison. Personnellement, j'ai eu une double lecture de son option. Une lecture de cursus politique personnel. Et je pense que c'était le meilleur choix pour sauver sa propre personne, sa carrière politique, son parti politique. Et je l'ai personnellement appelé pour le féliciter de sa nomination en lui disant clairement c'est une promotion personnelle. Si du point de vue de la carrière d'un homme politique, c'est être chef de file de l'opposition, chef d'un parti politique, puis monter ministre d'État, c'est une promotion personnelle, donc je le félicite pour ça. Mais si on doit ramener ça à l'intérêt supérieur de la nation, la gestion des affaires, j'avais ces réserves-là que j'ai déjà exprimées. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il a fait une bonne option du point de vue des affaires privées. Et l'opposition, maintenant, doit se restructurer. Et moi, je le dis en souriant parce que je suis à l'aise. Je suis à l'aise parce que quand on regarde maintenant la configuration politique, on a une opposition qui, si on veut, qui ne va pas tellement peser dans le Parlement. C'est ça. Ce qui veut dire que l'opposition doit s'organiser en dehors du Parlement. Et en dehors du Parlement, on a une opposition qui va être constituée de partis politiques, soit pilotés par des gens de la nouvelle génération, soit de jeunes partis politiques. Donc, et c'est exactement cette configuration-là que moi je recherchais finalement dans mon engagement politique. Et réussir à créer cette fracture entre l'ancienne classe politique, en tout cas la classe politique qui est restée aux affaires depuis 30, 40 ans, donc toute cette classe d'amis, et puis qui sont aux affaires actuellement, et puis maintenant la nouvelle classe politique qui va faire des propositions et le peuple va choisir. Ouais. Si le changement générationnel mérite d'être fait, cela va dépendre de la qualité du travail que nous, dans l'opposition, nous allons mener. Et je suis plus à l'aise avec cette configuration-là et je les en remercie parce que c'est venu plus vite que prévu. Alors très rapidement, Joachim Bokuma, quelles sont les chances de reconstruction pour l'opposition du Burkina dans cette configuration-là? C'est à l'opposition de se réorganiser et de mettre de nouvelles têtes, des gens dynamiques pour... J'ai vu qu'aux parents, par exemple, ils ont nommé l'ancien ministre de la culture pour redynamiser, c'est ça, le parent qui est sorti complètement... laminé. Même pas... puisqu'ils n'ont même pas pu participer. C'est quand même assez rocambolesque de voir un parti où il y a d'éminents juristes n'ait pas pu participer aux élections. Donc ça dépend... Non, ils ont participé aux élections législatives dans plusieurs régions. Oui. Donc ça dépend du dynamisme de l'opposition. Dans le passé, on a connu aussi une Assemblée nationale largement dominée par le CDP. Je crois que là, la majorité, quand on fait l'addition, ils sont autour de 102 députés. Il y a 25 députés sur 127 de l'opposition. Voilà, ce qui est énorme. Mais on a connu une grosse domination aussi dans le passé, avec ce que, effectivement, cela peut avoir comme un impact sur le débat démocratique. Mais moi, j'espère que même avec cette minorité, l'opposition va jouer pleinement son rôle. Parce que moi, je préfère avoir une opposition parlementaire qui joue son rôle. Parce que si elle ne le fait pas, il y aura une opposition extra-parlementaire qui va naître. La nature a horreur du vide. On sait ça. S'il n'y a pas de débat de fond, si l'opinion constate qu'il n'y a pas de débat de fond à l'Assemblée nationale, vous allez voir une opposition extra-parlementaire incontrôlable qui va sortir avec peut-être des leaders, qui seront à la limite des lois de la République. Et ça, moi, je ne veux pas qu'on tombe dans une telle situation. Et c'est pour ça que j'attends de voir comment le nouveau chef de file de l'opposition va se positionner, organiser ceux qui sont avec lui. Et en même temps aussi, voir ceux qui ne sont pas dans, les leaders qui ne
qui n'ont pas de représentation à l'Assemblée nationale, comment ils vont s'organiser pour animer de la vie politique, parce qu'on en a besoin. Alors, comme Abdoulaye Souma, hein, qui va donc s'organiser, comme il a dit tout à l'heure. Je vais rebondir sur ce que alors, Rabi, il faut qu'on avance, sinon on ne terminera pas Abdoulaye Souma très rapidement. Je dois parler juste de ça. Et il y aura l'opposition CEFOP. Le CEFOP est vraiment... Il va être désigné par une résolution de l'Assemblée. Donc, c'est la tête de l'opposition parlementaire, mais pas seulement. Et à côté du CEFOP, il y a l'ONA, l'opposition non affiliée que nous avons mise en place parce qu'il y avait un besoin d'animation de la vie politique que nous ne sentions pas. Est-ce que l'ONA est véritablement inscrit dans le corpus institutionnel du Burkina? Pas encore. Non, parce que l'ONA n'a pas besoin d'être inscrit dans le corpus institutionnel. Et j'ai tellement expliqué la situation que c'est la loi. La loi laisse l'espace pour ça. La loi dit il y a le chef de file de l'opposition, c'est le parti de l'opposition qui a eu le plus grand nombre de députés. Lui, son chef est nommé chef de file de l'opposition. Et tous les autres partis vont faire leur déclaration d'appartenance soit à l'opposition politique, soit à la majorité au niveau du ministère. Et ce n'est qu'après que les partis décident d'aller dans le CEFOP ou ailleurs. Donc il y a le CEFOP et il y a l'ailleurs. Et c'est l'ailleurs que le ailleurs, c'est la majorité présidentielle. Non. En fait, la loi est claire. Ce que je dis est inscrit dans la loi, avec la révision de 2013. Okay, c'est cette partie qui n'est pas encore très bien intégrée par beaucoup de gens. Donc il va falloir faire intégrer ça, il va falloir qu'on y revienne pour qu'on sache le fin mot de cette histoire. Peut-être, bon, il expliquait tout à l'heure que Zéphirin Diabré n'a pas voulu intégrer ceux qui... Bon, peut-être avec le nouveau président du CEFOP, Edi Kombero, il y a peut-être une possibilité. De telle sorte que tous les partis de l'ONA se retrouveront au CEFOP. En tout cas, on verra comment les choses se passent. Très rapidement, le président du Faso avait également annoncé la relecture de la réforme agraire et foncière comme l'un de ses chantiers prioritaires pour ce second quinquennat. Et la nomination de Benewende Stanislas Sankara au poste de ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville semble répondre à cette préoccupation. Alors, quelles sont vos attentes sur cette épineuse question? Beaucoup. Il y a beaucoup d'attentes. Et je pense que, bon, M. Sankara, quand on l'a connu, on voit son parcours, on dit que c'est un dossier difficile, il faut du courage. Bon, je pense que ceux qui ont connu M. Sankara dans son combat politique depuis 2000, ce n'est pas le courage qui lui manque. Maintenant, est-ce qu'il aura, j'espère qu'il aura les coudées franches, effectivement, pour engager cette réforme-là. Parce qu'il suffit simplement de reprendre le rapport de la commission d'enquête parlementaire de 2016 sur le foncier rural pour découvrir des choses hallucinantes. Tout à fait. Des choses hallucinantes. Et si déjà il arrive à mettre en œuvre les recommandations qui sont dans ce rapport-là, rien que ça déjà, c'est largement suffisant. Et en plus, il y a la relecture de la loi sur le foncier qui doit proposer. Mais c'est fondamental parce qu'on l'a déjà dit ici avec... dans un précédent, voilà, sur un précédent plateau. Le confrère Nama disait que, par exemple, chez lui, vous avez des gens qui ont 100 hectares, 200 hectares. Pour faire quoi? Tout à fait. Et puis, à côté de ça, vous avez des milliers, voire des millions de Burkinabés qui n'ont pas un mètre carré. Qui n'ont que dalle. Qui n'ont pas un mètre carré. Bon, tout le monde n'est pas forcément amené à être propriétaire d'un logement, mais au moins tout le monde a le droit d'avoir un logement décent où il doit habiter avec sa famille. Et quand on prend le rapport, il y a un chiffre que j'ai gardé. Il y a 105 000 parcelles attribuées irrégulièrement. Donc, des sociétés immobilières. Il y a question de refaire de la justice à ce niveau-là. Oui. Et déjà, il faut savoir que Maître Benewende Stanislas Sankara, pendant qu'il était candidat à l'élection présidentielle de novembre 2015, donc 5 ans en arrière, il avait décliné sa vision de la réforme agraire qui reste pour lui un préalable pour le développement des zones rurales. C'est une vision qui reposait sur la pacification de la compétition autour de l'accès à la terre et aux ressources naturelles, à travers, avait-il souligné, une importance plus accrue aux exploitations familiales, la lutte contre les spéculateurs fonciers et la mise en place d'une gestion rigoureuse et transparente des lotissements. Abdoulaye Souma, tout cela vous semble-t-il
pistes intéressantes pour régler la question. Je pense que oui, et je pense qu'il faut qu'on rattrape rapidement les erreurs qu'on a commises avec la RAF de 2009, quand vraiment c'était une grosse erreur du régime Compaoré. Et il a créé une situation complètement explosive. C'est une bombe à retardement qu'il faut désamorcer. Parce que on faisait l'analyse, et moi j'ai lu les documents qui disent que si ce n'est pas réglé, la prochaine révolution de Burkina Faso va venir de là. Donc si le président a compris, moi je suis d'accord qu'on l'accompagne pour régler ce dossier, parce que personne n'a besoin d'explosion au Burkina Faso. Et ce dossier, non seulement il est discriminatoire, et il nous retarde la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Parce que j'ai des exemples de parcelles qui ont été attribuées à des fins agro-pastorales, et puis après qui ont reçu une réorientation pour faire du business. Changement de destination. En fait, c'est ça. Tout à fait. Et il n'y a aucun contrôle, sur l'exécution des choses. Donc ça, vraiment, je suis d'accord avec le président. Et dès que ce chantier est engagé, tout ce qu'on peut faire, on le fera. Moi, j'ai traité ces questions dans ma thèse. Donc, j'ai un intérêt particulier, et je suis du monde paysan, j'ai un intérêt particulier à ce que la question foncière soit mieux traitée et stabilisée. Et en un mot, Maître Sankara vous semble-t-il être la bonne personne ressource pour prendre après le corps ces questions? Oui, moi je pense qu'il fait partie des personnes qui peuvent s'attaquer à ces dossiers. Il fait partie des personnes qui peuvent s'attaquer à ce dossier. C'est un nouveau gouvernement, on le verra au pied du mur, bien entendu. Nouveau gouvernement pour le Burkina, mais un nouveau gouvernement attendu à 7879 km de chez nous, aux États-Unis. Aux États-Unis où Joseph Robinette Biden Jr., dit Joe Biden, s'apprête à prendre possession le 20 janvier de la Maison-Blanche, porté à la tête de l'exécutif américain à l'issue des élections de novembre dernier. Eh bien, le 46e président des États-Unis entrera en scène sur fond de tensions politiques. Son prédécesseur, Donald Trump, vient d'être mis en accusation une deuxième fois par la Chambre des représentants, qu'il a envoyé en procès par 232 voix contre 197 devant le Sénat pour avoir, je cite, incité à l'insurrection lors de l'assaut le 6 janvier du Capitole par ses partisans. Rapidement, Joachim Vokouma, comment jugez-vous cette mise en accusation de Donald Trump? Oui, mais ce qu'on appelle avoir des institutions fortes. Bon, personnellement, quand j'ai vu l'envahissement du Capitole, bon, j'ai entendu des commentaires que c'est la démocratie américaine qui était en danger. Bon, personnellement, je n'ai pas eu d'inquiétude. Je savais que c'était une question de décalage dans le temps. Ça n'a pas eu lieu le jour où ils ont envahi, mais le lendemain, vous voyez, les députés sont revenus et ils ont siégé calmement, ils ont validé l'élection de Joe Biden. Donc ça c'est quand même, voilà, quand Obama est venu ici parler d'institutions fortes, je pense que c'est ça. Maintenant, le destitué, je crois que l'investiture c'est le 20 janvier. C'est le 20, à une semaine donc de la fin. Voilà, de la fin. Bon, est-ce que politiquement c'était pertinent? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils ont voulu quand même aller jusqu'au bout pour montrer que la loi a été violée et qu'il faut la restaurer, quelle que soit la personne qui l'a violée. Je pense que c'est bon, comme pour le professeur Soma, lorsqu'on donne des cours à l'université aux étudiants, de pouvoir prendre des exemples comme ça pour illustrer ce qu'on dit. Et ça a un but pédagogique aussi, que cette procédure aille jusqu'au bout. Et nous, tous qui sommes ici, bon, on regarde, on suit ce qui se passe. Dans nos contrées, ça aurait pu déboucher sur autre chose. Là, c'est vrai qu'on a déploré 4 personnes décédées, 5, ou 4 ou 5 personnes décédées. Mais globalement, le fonctionnement institutionnel n'a pas été fondamentalement remis en cause et la procédure judiciaire va être engagée jusqu'au bout. Bon, il a ses arguments, les autres aussi auront leurs arguments. On verra si la destitution aura lieu ou pas. Ou pas, alors c'est la deuxième fois, hein, c'est un deuxième impeachment. Est-ce que ce deuxième impeachment contre Donald Trump a des chances de prospérer à il prospère sur le plan institutionnel. Je le rejoins sur ce dossier parce que la mise en accusation d'un président en exercice, ça montre qu'il y a une justice démocratique qui est assez forte. Et la mise en accusation pour le fait que ces partisans ont pu pénétrer dans le Capitole, ça montre qu'il faut respecter les institutions. Le Capitole qui est quand même l'un des symboles forts. Hein, mais oui, mais enfin, dans toute démocratie, le Parlement est un symbole extrêmement fort. Et on doit sanctionner rigoureusement ceux qui portent atteinte au Parlement.
Vous voyez aussi mon regard tourné vers chez nous ici. C'est pas normal qu'on ait fait ce qu'on a oui, fait. Mais des gens ont fait justement cette comparaison avec Ouagadougou en disant que dans le cas de Ouagadougou, c'était entre guillemets pour la bonne cause, tandis que à Washington, c'était pour la mauvaise cause. La politique, c'était une question de rapport de force. Parce que s'il avait réussi à bloquer le Parlement, à chasser les députés, qu'il avait déclaré l'État, vous voyez, lui serait aujourd'hui, si c'était quelque part chez nous ici, il aurait réussi à manœuvrer et à rester au pouvoir. Et ce serait lui qui serait en train de poursuivre des gens. Non. Et dans l'absolu, les institutions démocratiques doivent être respectées et les bâtiments publics doivent être respectés, quelles que soient les tensions qui nous animent. Ça, c'est une des choses. Mais sinon, du point de vue politique, je pense que ce qui est fait, ce n'est pas tellement du folklore, mais ça tend vers ça. On sent qu'il va quitter le pouvoir avant d'avoir été jugé. Et le seul effet qu'on peut avoir dans la mise en œuvre de l'impeachment, c'est qu'il puisse être empêché de se représenter. Parce que si on est accusé et convaincu, reconnu coupable d'un certain nombre de hauts crimes aux États-Unis, d'après la 6e clause de la section 2e du chapitre 2 de leur constitution, on ne peut plus aspirer à de hautes fonctions. Donc c'est le seul effet qu'on peut rechercher, que peuvent rechercher les démocrates par rapport à cette mise en accusation. Et c'était aussi une occasion pour eux d'expérimenter le 25e amendement. Vous avez vu, ça a été passé comme un jeu, parce que le 25e amendement, c'est comme un symbole de la gestion du pouvoir présidentiel aux États-Unis. C'était au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où Woodrow Wilson était vraiment... Il n'était plus en capacité de gérer, mais on n'avait aucun mécanisme. Donc c'est son épouse, Edith Wilson, qui a géré. Mais les Américains ont dit, nous, on n'a pas voté une épouse, on a voté un président. S'il n'est pas capable, il faut que nous trouvions des mécanismes pour remplacer. Et donc, à l'issue de cette gestion, gouvernement de cheveux, comme on l'avait appelé, on a remis sur le charbon le 25e amendement. Et ils avaient besoin d'expérimenter ça. Ça n'a que cet effet. L'expérimentation d'un dispositif et puis la recherche d'un objectif politique subsidiaire d'empêchement de Donald Trump de revenir encore à de hautes fonctions au sein des États-Unis. En tout cas, les démocrates auront besoin pendant le procès de la collaboration de 17 sénateurs républicains et ce n'est pas gagné en tout état de cause. Donc, on attendra de voir comment les choses se passent. Donald Trump achève son mandat dans la confusion et dans un climat de tension aux États-Unis. On se rappelle toujours ces scènes de violence du 6 janvier dernier dans ce qu'on a qualifié d'insurrection au Capitole, qui est l'un des symboles forts de la démocratie américaine. Très rapidement, en 30 secondes, Joachim Vokouma y a quand même déjà répondu. Cette situation ne pourra pas impacter d'une façon ou d'une autre les processus démocratiques en cours en Afrique. Oh non. Je pense que s'il y avait un impact direct sur nous il y a longtemps que dans nos pays, on avait des alternances démocratiques paisibles comme ça se passe là-bas. Alors, non, ça n'a rien à voir. Alors, mais ce que je vais ajouter, c'est que, très rapidement, c'est que ce qui vient de se passer là-bas, c'est la preuve que la démocratie n'est jamais achevée. Elle n'est jamais totalement acquise. C'est un combat permanent qu'il faut toujours mener pour défendre la liberté et les droits et la Constitution. Une œuvre donc en perpétuelle construction. Absolument. En perpétuelle construction, 30 secondes Abdoulaye Souma, on appelle de plus en plus à réformer le système démocratique. Est-ce que cette histoire américaine peut y contribuer? Oui, elle peut y contribuer. Moi, j'en tire la leçon qu'il faut qu'on construise des institutions fortes et qu'un homme politique, un homme public, ne peut jamais être au-dessus des lois, quel que soit son statut, même s'il est président de la République. C'est ce que les Américains nous ont démontré. Et moi, en tant qu'homme politique de l'opposition, je vais veiller au grain pour ça au Burkina Faso. Il ne faut pas, personne ne doit être au-dessus des lois. Il faut frapper fort, des institutions fortes pour des hommes de bonne volonté également pour les mettre en œuvre et en pratique. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 121 qui recevait pour vous Abdoulaye Souma. Il est président de la Société burkinabé de droit constitutionnel. Il est également le président de Soleil d'Avenir. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour vos éclairages. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Joachim Vokouma, journaliste, directeur de publication de Casseto.net. Merci Joachim, merci pour vos éclairages. Ce numéro de Périscope a été réalisé par Abibata Clarisse Sawadogo Benao, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a soutenu et appuyé.
Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à cette émission. N'oublions pas tous ensemble de prendre soin les uns des autres, surtout en ces temps de coronavirus où nous devons inscrire le respect des gestes barrières dans nos actes quotidiens. Mais prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.